Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, c'est aussi le sport. Aujourd'hui, David, vous nous parlez du water-polo. Oui, Stéphane, vous me disiez encore l'autre jour à quel point vous trouvez que j'étais un garçon super. Vous me disiez, c'est fou quand même, David, vous êtes non seulement hyper agréable à voir physiquement, mais en plus vous êtes polyglotte, musicien, vidéaste. Et moi j'étais gêné, je vous disais, Stéphane, arrêtez, ça me gêne. Vous me disiez, non, il faut que vous connaissiez votre valeur, vous êtes vraiment super. Alors depuis, je me suis remis et je me permets de vous dire que dans toutes les qualités que vous avez citées, il y en a une que vous ne connaissez pas encore, c'est que j'ai été champion de Paris de natation. Mais non, okay. Champion de Paris en 1994. Bon, ça mérite quand même 3 petites précisions. Alors, 3 petites précisions. 1, c'était les championnats de Paris des gens normaux, pas des gens qui sont en sport-études, donc pas des gens qui se destinent à la natation. Deuxièmement, c'était dans une catégorie particulièrement peu prestigieuse dans le monde de la natation, à savoir le sprint brasse. Et ben c'est en fait aller le plus vite possible en brasse sur une courte distance. Normalement les sprints 10 mètres. Non, c'est 25 quand on a 12 ans, voilà. Et 3 le 3 découle un peu du 2. Oui. Vous imaginez bien que ce n'est pas dans cette catégorie du sprint brasse que les clubs alignent leurs meilleurs éléments. Voilà. D'accord. Disons simplement que j'étais une sorte de myope au pays des borgnes. Mais il n'empêche que grâce à ma victoire et à celle de mes camarades dans d'autres disciplines de piscine, j'ai eu l'honneur de participer au championnat de France de natation à Limoges. Et dans ces championnats, il y avait une épreuve de water-polo. Et en water-polo, donc on était en équipe, et mon équipe a fait face à celle de la Martinique. Et l'équipe de water-polo de la Martinique, elle était constituée de types qui étaient physiquement beaucoup plus développés que nous, et ils nous ont humiliés avec une flamboyance qui me fait encore un peu mal aujourd'hui. À un certain moment, il y a un type de leur équipe qui était au milieu de la piscine, dos à notre but. Il a jeté la balle en arrière, dos au but, et son tir est arrivé à peu près 200 km/h dans la lucarne de notre goal, qui a rien pu faire du tout. Et donc, 28 ans plus tard, j'ai voulu savoir d'où venait ce sport qui a provoqué cette humiliation qui dure encore. Eh bien, vous savez quoi, ça commence à être un peu agaçant, mais l'histoire du water-polo, elle ressemble vraiment à celle de beaucoup d'autres sports. À votre avis, à quelle date et dans quel pays le water-polo est-il né ? En Angleterre. Il pleuvait. Et puis où il neigeait, on pouvait pas jouer dehors au handball. Et on s'est dit, on a qu'à aller dans la piscine et on va s'entraîner dans les... Alors cette histoire, non, je ne l'ai pas en tête. Mais vous dites Angleterre, quoi ? 19e siècle. Angleterre à la fin du 19e siècle, comme le football, comme le rugby, comme le tennis. C'est d'une redondance lamentable. C'est-à-dire les Anglais, ils ont vraiment inventé la plupart des sports et un peu en plus au même moment. C'est-à-dire au moment où un peu après la révolution industrielle où les villes augmentaient en taille et où donc il y avait les clubs qui se créaient. Il y a des premières traces du water-polo au milieu du 19e siècle. Il y a des annonces dans les journaux anglais qui disent « Demain dans la rivière, nous organisons un football dans l'eau ». Et donc ce football dans l'eau, c'était un peu l'ancêtre du water-polo. Et ce water-polo primitif, c'était plutôt, si vous voulez, une sorte de rugby sans règles dans l'eau. On avait le droit de maintenir un adversaire sous l'eau pour qu'il lâche la balle. On avait le droit d'attaquer des gens qui n'avaient pas la balle aussi. Et le but, c'était pas de mettre la balle dans des cages, c'était de poser la balle au bout du terrain comme un essai au rugby, si vous voulez. Il y avait un goal, mais le goal n'était pas dans la piscine, il était hors de la piscine, et il attendait, et quand un attaquant arrivait, il avait le droit de lui sauter dessus pour l'arrêter. C'était d'une très grande violence. L'une des techniques utilisées, un peu rigolote, à l'époque pour marquer, c'était la technique dite du saumon volant, qui consistait à nager sous l'eau avec le ballon sur toute la longueur de la piscine, et à réapparaître dans le camp adverse pour marquer un essai, ce qui est encore une fois interdit aujourd'hui. Et puis dans les années 70, les Anglais, ils sont un petit peu civilisés et ils ont fait des règles qui correspondent en gros à celles d'aujourd'hui, et ça a eu énormément de succès. Aux Jeux Olympiques de 1900, il y avait déjà du water-polo. C'était aussi pas super bien organisé, en tout cas moins bien qu'aujourd'hui. En 1904, par exemple, aux Jeux Olympiques de Saint-Louis aux États-Unis, les épreuves de water-polo, elles ont eu lieu dans une piscine d'eau croupie. Toute verte avec des algues dégueu dedans, et le lendemain ou le surlendemain, les 2/3 de l'équipe américaine, par exemple, ils avaient chopé le typhus. Voilà. pour avoir joué au water-polo pendant les Jeux Olympiques. Alors quant à mon équipe au championnat de France de 1994, après avoir perdu 9-0 contre la Martinique, eh bien on a fini l'équipe dans son ensemble 28e sur 31 au classement général. La seule petite consolation, c'est que la ville de Limoges
qui organisaient les jeux, ils ont fini 29e, c'est-à-dire pire que nous encore. Et ils avaient des beaux jogging, parce que comme c'était la ville qui organisait, ils avaient leur nom et tout sur le jogging, et ils ont été encore plus humiliés que nous. Ce que voilà, une sorte de petite consolation. Alors, j'ai une question, on joue à combien et c'est combien dans les équipes Vous me posez... Voilà, je crois que c'est 7. Je crois que c'est 7. Et surtout, moi j'ai une question, je n'ai jamais joué au water-polo moi-même. On a pied ou on n'a pas de pied? Oui, bonne question, je me posais la même. On n'a pas de pied. C'est très dur, c'est très fatigant, hein, Stéphane. C'est horrible. Sinon, ce serait juste un football où on ralentit un petit peu, quoi. Oui. Philippe Amardel, notre réalisateur, va être viré après cette émission parce que là, il s'est moqué vraiment très très fort de nous sur cette question. C'était vraiment si idiot comme question, mais si on n'a jamais joué, oui, c'est très idiot visiblement, c'est très idiot. Mais oui, sinon c'est une sorte de flaque dans laquelle ça ralentit un petit peu. Non, mais je pensais que peut-être il y avait, disons qu'on pouvait, c'était à 1m90 et qu'on avait la pointe des pieds. Non, c'est vraiment pas une grande piscine. Et je crois que ça se joue à 2m50, donc il y a peut-être 2 ou 3 personnes dans le monde qui font plus de 2m50. Mais t'imagines l'avantage du mec qui met 2m45 qui paf tout seul. Non, tout le truc du water-polo et qui le rend très compliqué, c'est qu'il faut retro-pédaler en permanence avec ses jambes pour rester en dehors de l'eau, et c'est hyper fatigant, c'est vraiment un truc... Ah oui, c'est horrible. Merci David. On retrouve les origines en podcast. On peut prendre une bouée ou pas? Et on n'a pas le droit toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.